La courbe du nombre de cas ne baisse toujours pas selon les autorités sanitaires. En moyenne, la Guyane continue d'afficher plus d'une centaine de nouveaux cas par jour, 124 cas hier par exemple. Bilan évidemment provisoire depuis le mois de mars de l'année dernière, plus de 15 300 personnes ont contracté le virus en Guyane. Ajoutez à cette situation le danger que représente le variant amazonien et le ras-le-bol de la population. La préfecture devrait, on parle encore au conditionnel pour l'instant, mais elle devrait annoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie. Beaucoup de questions donc, et pour y répondre, nous sommes ce matin avec le directeur de l'Institut Pasteur, Mirdad Kazandji. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question d'actualité. Je le disais, la préfecture envisage de durcir les mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie d'un point de vue purement sanitaire, on va dire purement épidémiologique, en fonction des dernières données. Est-ce qu'il faut, selon vous, allonger le couvre-feu en semaine et également pendant le week-end ? C'est du bon sens parce qu'on voit les chiffres, comme vous venez de dire. La Guyane fait, il faut dire la réalité, elle fait face à une nouvelle vague depuis quelques jours. Là, on voit vraiment une vraie augmentation du nombre des cas, mais surtout une vraie augmentation du nombre des gens hospitalisés. On est à 40 personnes, je crois, à Cayenne, on est à 9 au Réa, il y a 4 à Saint-Laurent. Donc, on constate vraiment là, on est en phase épidémique, deuxième vague épidémique. Et dans ce cas-là, pour réduire le taux, la seule chose de faire, c'est de diminuer les contacts entre personnes. Donc, le couvre-feu joue un rôle important, et on a vu les chiffres en France, dans les départements où on a mis en place le couvre-feu. On voit que le nombre de cas est inférieur aux autres départements où il n'y avait pas de couvre-feu. Donc il y a une certaine efficacité. Ça permet de diminuer le métro boulot dodo, comme on dit. On rentre le soir chez soi, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc ça diminue les contacts entre les personnes. Alors évidemment, si on élargit le couvre-feu, on diminuera encore plus les contacts. Et je pense que c'est des mesures aujourd'hui intermédiaires pour éviter le confinement total. Malheureusement, si on voit que le nombre, comme on a vu en Angleterre, qu'on a vu en Allemagne, comme d'autres pays, quand on voit il y a 50 000 personnes, par exemple, par jour infectées en Angleterre ou en Allemagne, on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre choix que les confinements pour diminuer totalement les contacts entre personnes. Le virus, il faut savoir, il passe d'une personne à l'autre. Et il y a très peu, aujourd'hui, la majeure partie des contaminations, c'est quand on est avec quelqu'un pré-asymptomatique, ça veut dire qu'il va développer les symptômes, mais il n'a pas encore les symptômes. 40% des contaminations se font à ce moment-là, ou alors les 40% d'autres, c'est quand quelqu'un est malade et on est en contact avec quelqu'un ces poustillons qui contient du virus, ces gouttelettes qui contiennent du virus, ils sont vraiment très importants dans la mode de transmission du virus. C'est pourquoi il faut toujours respecter les gestes barrières. On n'arrête pas et on ne dit pas assez, je pense. Les masques, la distanciation, 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres. Là, par exemple, on n'est pas assez loin, il faudrait que je me recule un petit peu. Là, on est à 2 mètres, bon, donc c'est très bien, voilà. Vous l'avez dit, vous venez de parler du nombre d'hospitalisations en Guyane. C'est vraiment sur ce sujet qu'il va falloir faire quelque chose ? Et le problème, c'est que la première priorité. On voit totalement aujourd'hui que plus il y a des gens infectés, plus il y a d'hospitalisation 2-3 semaines après. Les deux sont corrélés, le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. Tout à fait. Donc, c'est ça le problème. Donc, plus il y a des cas, il faut attendre dans 2-3 semaines qu'il y aura plus de gens infectés ou plus de gens en réa. Donc, et oui, le problème, c'est qu'il faut éviter les morts, c'est ça. C'est ça la grande question, c'est du bon sens pour éviter le décès. Personne n'a cru, et moi le premier, quand l'épidémie de Covid a démarré en Guyane, qu'on se retrouve, même pas un an après, avec au-delà de 75 morts, avec 15 000 personnes infectées. Franchement, j'ai jamais pensé, et j'ai jamais vu un virus en Guyane qui tue autant que le Covid aujourd'hui. C'est la réalité. Vous l'avez dit en un an, je dis en un an. En moins d'un an, vu que ça commence au mois de mars. On parle en métropole de plus en plus d'un troisième confinement, de l'éventualité d'un nouveau confinement. Évidemment, en Guyane, la situation n'est pas la même, mais selon vous, à partir de quel palier il va falloir remettre la question du confinement sur la table ? Aujourd'hui, c'est en discussion. Je ne vous cache pas, on voit à travers les médias que c'est en discussion en France parce qu'on voit que le nombre grimpe et dès qu'on voit... Là, on était sur un plateau de 20 000 cas par jour, 15-20 000 cas par jour. En métropole ? En métropole. Dès qu'on voit ce nombre de cas augmenter, il y a un seuil. Et à partir de là, on ne peut rien faire malheureusement que confiner pendant quelques semaines. Et ça sera la même chose en Guyane. Je dis à un moment donné,
le couvre-feu peut être élargi et à un moment donné, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que passer par diminuer totalement les contacts entre les personnes. Si on passe vraiment, on regarde tous, je crois, le nombre de nouveaux cas qui sont donnés tous les jours. Oui, quand on regarde par exemple l'incidence, il faut aussi se baser sur l'incidence. Donc l'incidence, l'incidence, c'est le nombre des personnes infectées sur 100 000 habitants. Voilà. Au mois de novembre, on a descendu même à 37 infectés sur 100 000 habitants. Mois septembre-octobre. Aujourd'hui, on se retrouve à Cayenne, autour de 400 personnes sur 100 000 habitants. C'est énorme. En Guyane, on est autour de 275 personnes sur 100 000 habitants. Donc vous voyez le nombre d'infectés en augmentation aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on tourne autour de 10% toujours. Mais regardez à l'hôpital. J'ai toujours dit qu'il faut attendre, il y a une laps de temps entre, je dirais, 2-3 semaines, entre cette augmentation de nombre d'infectés et l'hospitalisation. L'aggravation de Covid, en général, c'est 10 jours après l'infection. Et donc, aujourd'hui, on est devant ces constats. 9 auréas, et malheureusement, ça va augmenter. 40 personnes hospitalisées, malheureusement, ça va augmenter. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour stopper la propagation du virus. Mirdad Kazandji, vous avez certainement vu passer ces images des 2 derniers week-ends de personnes dans les rues et de constater que les gestes barrières sont très loin d'être respectés par une majorité, on va dire, de la population. Du coup, il y a la question de la pertinence aussi des mesures de lutte contre l'épidémie. Il y a une lassitude générale, c'est sûr. Et je vois, c'est évident. Ça fait presque un an, avec beaucoup de restrictions, avec diminution de la liberté, des contacts humains. C'est vrai, il y a une lassitude qui est très répandue et malheureusement, c'est dû à cette épidémie qui dure. Mais on fait quoi? On ne peut pas aujourd'hui, on est absolument parce qu'on est responsable. Quand vos grands-parents se retrouvent à l'hôpital Auréa et malheureusement vous n'avez plus le droit de les voir après, c'est quand même c'est une détresse majeure pour la famille, pour nous tous. Et on est responsable de ça. Chacun doit être responsable de ce qui se passe dans la société. C'est du bon sens. Donc c'est pour ça que j'appelle vraiment, et je trouve que la Guyane a très bien sorti de la première vague parce qu'il y avait une adhésion globale de la population sur le geste barrière, sur le respect de couvre-feu. Et aujourd'hui, on doit rester dans cette solidarité. On doit rester et de dire on peut encore tous ensemble se battre contre la propagation du virus. Et il y a bien sûr les gestes barrières, il y a aussi le vaccin aujourd'hui. Et on a ouvert la vaccination aux personnes qui sont âgées au-delà de 75 ans. Et j'appelle vraiment, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui de vacciner parce que le vaccin marche. Il est à 95% capable d'induire une protection et c'est quelque chose de formidable. Moins un an, on a un vaccin qui est efficace contre la Covid. Ça aussi, un progrès majeur scientifique. Et j'ai jamais vu, je dois dire, ça fait 27 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais vu une solidarité internationale aussi importante qui a été créée autour de Covid pour cette avancée scientifique. Mais justement, puisque vous parlez de vaccination, il va falloir attendre combien de temps pour voir l'impact de cette campagne de vaccination sur l'évolution de l'épidémie? Ça dépend aussi le nombre de gens vaccinés. Ça, c'est très important. On parle d'immunité collective. On sait très bien que pour atteindre cette immunité collective, il faut entre 60 et 70% des gens protégés pour que le virus diminue sa propagation. Et donc, c'est la même chose. Lors de nos enquêtes épidémiologiques à l'Institut Pasteur, on a montré qu'il y a déjà une immunité autour de 20% en Guyane. Donc, il nous reste encore, le chemin est long pour avoir 50-60% d'immunité collective. Mais le vaccin joue un rôle important dans cette acquisition de cette immunité. Donc, vous avez de la population guyanaise, il faut vacciner pratiquement le 3/4 de la population pour atteindre cette immunité et voir vraiment l'efficacité du vaccin. Est-ce que c'est dur d'avoir une visibilité là, sur les semaines, sur les mois qui viennent en termes de nouveaux cas et d'évolution épidémiologique? Dans le sens où, je me souviens encore cet été, quand on était en plein pic, quand on était dans la première vague, tout le monde était quand même à peu près d'accord pour dire que d'ici la fin du mois d'août, début du mois de septembre, les choses allaient un petit peu revenir à la normale. Là, comment ça se fait qu'on a l'impression on reste en haut de la deuxième vague et qu'on ne baisse pas? En fait, il faut dire que ces virus-là, ce sont des virus saisonniers. On va par exemple dans l'hémisphère nord, c'est des virus
de virus respiratoires qui ont une mode de transmission qui est très saisonnier. En Europe, lorsqu'il fait froid, ils se multiplient beaucoup plus, notre système immunitaire est fragilisé et donc ils se développent davantage. Dans l'hémisphère sud, notamment en Guyane, c'est pas le froid, mais c'est la pluie. Et ces virus transmettent davantage avec la saison de pluie. Pas uniquement en Guyane, dans toute l'Amazonie. On sait très bien, à Manaus, aujourd'hui, il y a une épidémie très importante. On va parler toute la région nord parler, d'Amérique, avec cette saisonnalité de pluie. Par exemple, je donne l'exemple de la grippe. Nous avons 2 pics épidémiques de la grippe. Premier, janvier-février, et deuxième, mai-juin-juillet. Et on constate aujourd'hui que la Covid se comporte exactement comme un virus respiratoire saisonnier, que ce soit en métropole avec l'hémisphère nord froid ou avec notre région. Et la saison des pluies. Et la saison des pluies, voilà. Mirdad Kazandi, l'autre actualité de ces derniers jours, c'est l'apparition de ce variant amazonien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce qu'à l'Institut Pasteur, vous avez réussi à l'analyser ? Alors, il n'y a pas uniquement le variant amazonien, il y a l'ensemble des variants qui sont apparus. Il y en a alors, les variants, plus il y a des gens infectés, plus le virus se multiplie, plus il va avoir des variants. Un variant, c'est quoi ? C'est une mutation ? Le variant, c'est une mutation de virus. Le virus mute, c'est un des virus ARN, c'est des virus mutent quand il se transmet de quelqu'un à d'autres. Parce qu'il se replique, et quand il se replique, ces enzymes font des erreurs. Alors ces erreurs, ça peut être favorable pour le virus, comme il peut être défavorable pour le virus. Quand c'est défavorable, la population virale mutée négativement disparaît, alors quand c'est favorable, au contraire, il va se multiplier davantage et se transmettre davantage. C'est exactement le problème de ces variants. On constate qu'ils sont adaptés davantage à la cellule humaine, donc ils ont la capacité de transmettre d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et mieux adaptés à l'environnement aussi, c'est ça ? Plus adaptés à la cellule, à l'environnement, donc ils sont plus résistants. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas plus graves, ils ne sont pas une virulence qui a augmenté. Le problème, c'est que plus on a des gens infectés, comme on venait de dire au début, plus on a des gens infectés, plus on a des gens hospitalisés, plus on a des gens au RIA, plus il y a des décès. C'est ça où il y a la grande inquiétude. Donc ces variants... C'est vraiment les conséquences du variant plus que les symptômes en tant que tels. C'est un point. Deuxième point, on a constaté, et ça c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on a constaté certains variants, notamment le variant d'Afrique du Sud et le brésilien, qui ont cette capacité à s'échapper au système immunitaire. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui on se pose cette question ? À Manaus, où on a pensé qu'il y a l'immunité acquise à 75% des gens qui ont attrapé le Covid, aujourd'hui, le virus fait des ravages. C'est là, à partir de là, on a cherché, est-ce que c'est un nouveau variant ? Et probablement, c'est un nouveau variant. Donc ça, c'est inquiétant. Il faut davantage des données pour voir quel variant est capable davantage de s'échapper au système immunitaire et aux réponses anticorps induites par l'infection. Et donc, c'est pourquoi il y a aujourd'hui cette inquiétude autour de ces variants. Et ce variant amazonien, comment est-ce qu'on le détecte ? Avec des tests classiques ou bien il y a des méthodes particulières ? Alors, il y a des mutations dans la gène. Le virus utilise une protéine, qui s'appelle la protéine spike. C'est les clés des virus pour pouvoir rentrer dans la cellule. Si vous voulez, il utilisait au début une seule clé. Maintenant, il a développé un avantage des clés pour pouvoir rentrer plus facilement. Et donc, ce variant brésilien... Il est plus compliqué à détecter ? Il est plus compliqué à détecter. Et c'est pourquoi, en fait, il faut qu'on séquence, ce qu'on appelle les séquences. Ça veut dire qu'on identifie la carte génétique du virus pour voir l'ensemble de ces mutations sous ces variants-là. À l'Institut Pasteur, on a commencé. On a envoyé un premier échantillonnage au Centre national de référence à l'Institut Pasteur à Paris, avec qui on collabore étroitement. Et dans quelques semaines, j'espère qu'on aura la possibilité en Guyane de séquencer ces variants pour avoir un panorama sur l'ensemble des souches qui circulent dans notre région et éventuellement voir la pourcentage la présence et le pourcentage de ces variants en Guyane. Donc c'est une affaire de quelques semaines normalement, là, dans les jours qui viennent, on arrivera vraiment à identifier ce virus. Avoir une idée plus précise sur la circulation de ces variants en Guyane. En tout cas, est-ce que le vaccin qu'on a déjà commencé à administrer en Guyane depuis ces derniers jours est efficace contre ce variant amazonien ? C'est les producteurs de vaccins qui doivent répondre à cette question. Oui. Et il y a une première réponse de Pfizer-BioNTech disant que notre vaccin est efficace contre le variant anglais. On attend des données sur les autres variants pour voir est-ce que les anticorps neutralisants induits par la vaccination capables de
neutraliser les virus, mais c'est complexe sur une protéine, il y a énormément de mutations, mais il y a aussi la réponse anticorps dirigée contre cette protéine est polyclonale. Elle est dirigée entre plusieurs composants de cette gène. D'accord. Et il n'y a pas uniquement cette mutation qu'elle peut influencer. Elle peut éventuellement diminuer l'efficacité. On dit aujourd'hui c'est à 95% efficace. Peut-être qu'en des variants, il y a efficacité moindre que 95%. Mais la réponse immunitaire est plus complexe. Il y a aussi la réponse immunitaire cellulaire, ça veut dire pas uniquement les anticorps, mais les cellules qui jouent un rôle important dans la protection. Donc il nous faut un peu plus de temps, d'une part avec des recherches au laboratoire pour voir la résistance de ces variants aux réponses immunitaires, mais aussi dans la population, de voir dans la population vaccinée leur degré de protection, éventuellement contre les souches classiques, mais aussi contre ces variants. Dernière question, Mirdad Kazandji, parce qu'il est déjà 7h30. On vient de parler du vaccin, mais il y a quelques jours, vos collègues de l'Institut Pasteur de Lille ont déclaré qu'ils étaient sur le point de tester un traitement contre le Covid-19, un médicament qui permettrait, selon eux, de limiter les symptômes à ceux d'un gros rhume. Vous y croyez ? Enfin, c'est une bonne nouvelle ? En fait, c'est toujours une bonne nouvelle, hein. Maintenant, il faut voir vraiment l'efficacité après des essais cliniques et les recherches dans la... Tant que les essais n'ont pas commencé, on ne peut pas se prononcer dans l'approche, bien sûr, traitement est toujours très actif, dynamique, parce qu'il n'y a pas que le vaccin. Il y a des gens qui sont hospitalisés, qu'il faut les traiter pour diminuer la charge virale. Donc, il y a énormément aujourd'hui d'essais cliniques, que ce soit au laboratoire ou des phases 1, phase 2, phase 3, sur les traitements, sur des molécules, pas uniquement le vaccin, mais aussi des molécules qui peuvent être efficaces contre le virus chez les personnes infectées. Mirdad Kazandji, merci beaucoup, on le rappelle, directeur de l'Institut Pasteur. Merci, vous étiez avec nous ce matin pour commenter les dernières données épidémiologiques. On vous recevra très certainement dans les semaines à venir sur Radio Pays. Merci encore. Merci à vous. Radio Pays.